Bonsoir, bon matin, bon midi, bienvenue sur le podcast Sur le banc. Je m'appelle Cédric Fortin, on est accompagné des deux co-animateurs, Frédéric Legault et Joey Ouellet-Lemirande. Bonjour. Salut. Ça va bien, boys? Ça va super, toi? Oui. Parfait. Aujourd'hui, nous sommes le 14 octobre et le Canadien a amorcé sa saison avec 3 matchs. En fait, un petit voyage. Ouais. Mm-hmm. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on allait faire un peu comme le tour de, justement, les 3 premiers matchs, entre autres. On allait parler des statistiques avancées, certaines informations quand même très intéressantes, même si c'est une petite échantillon, là, veux pas, c'est 3 matchs. Mais il s'est quand même passé beaucoup de choses, entre autres, là, dans ces 3 matchs-là. Puis aussi la signature du contrat d'Hudson qui est arrivé hier, le 13 octobre. Gros contrat, on va en discuter. Puis possiblement de peut-être d'autres sujets qui s'est passé autour de la NHL. Donc, on y va avec ça. All right. Yes. On commence avec le premier match contre les Maple Leafs de Toronto. C'est un match d'ouverture qui s'est déroulé le mercredi. Ouais. Je sais pas comment vous avez trouvé, vous, l'ouverture des Maple Leafs. Moi, pour être franc, j'ai trouvé ça assez faible. Ouais, il n'y avait pas... Ouais, ben, je pense qu'il y a un aspect de... Les Blue Jays, genre, jouaient. Mm-hmm. Puis en ce moment, je pense, sont en série. Ouais. Fait que, clairement, il y a un aspect de ça. Tu sais, pour écouter un ou deux animateurs d'émissions sur les Maple Leafs, il avait l'air de mentionner ça. Est-ce que c'est une excuse? Je sais pas. On va voir avec le reste de la saison, mais c'était quand même assez mort, là, en effet, pour une match d'ouverture. Là, je veux dire, les joueurs rentraient, puis à part les gros joueurs, là, ça l'applaudissait pas. Il n'y avait pas beaucoup de son dans l'aréna. Ben bon, c'est pas, ça n'affecte pas ma vie, on s'attend, là, mais c'est quand même bizarre considérant que le Toronto, c'est quand même un des plus grosses... c'est une des grosses équipes de la Ligue nationale. Ah ouais. Surtout au niveau des partisans puis des fans. Mais au niveau aussi de la rivalité Canadien-Toronto, on s'attendait à un match d'ouverture vraiment grandiose. Wow, la rivalité. Puis finalement, effectivement, c'était assez mort. Là. Pour ce niveau-là, oui. Oui, ben écoute, même j'ai trouvé qu'il n'y avait pas tant de mise en scène ou de quoi que il avait apporté, mettons, le Canadien. On va voir ce soir face au Kraken. Là. Je pense qu'ils vont faire de quoi de beau. Ils ont dit qu'ils allaient payer, dans le fond, c'est 10 000 par minute supplémentaire. Puis ils ont annoncé qu'ils allaient faire 2 minutes de plus. Donc, ils sont déjà prêts à verser 20 000 pour le temps supplémentaire accordé par la NHL. Fait que ça veut dire qu'ils font quand même quelque chose. Ces Canadiens, ils savent la culture du hockey, surtout à Montréal, comment on est super intense. Là. Ça risque d'être une autre bébelle. Une autre paire de manches. Ouais. Parfait. Mais c'était pour parler peut-être plus du match. Comment vous avez trouvé le match, malgré la défaite? Ben moi, écoute, j'ai trouvé que globalement, c'était quand même un bon match canadien. Justement, il n'y avait pas tant d'ambiance par probablement le fait que les Blue Jays étaient en série. Mais c'était le fun à regarder parce que justement, le Canadien arrive quand même avec une intensité. C'était pas parfait, c'est sûr. Il y avait des erreurs, mais comme c'est un premier match, puis on affronte quand même. Aussi, là, c'est pas... Exact. Mais tu sais, en général, les Canadiens, ça a été un match serré. Le pointage ne reflète pas à quel point le match était serré. C'est exactement ça que j'allais dire. C'est qu'il faut dire qu'à la fin, en fait, ça a commencé avec... je pense que c'était le but qui a été accordé de Hudson puis Matheson qui ont perdu leur bâton. Ben, ça, c'est le troisième. C'était le troisième. Fait que juste là, ça a vraiment mis une claque d'en face aux joueurs. Ben, on voit que en fait, le match a viré vraiment à partir de ce moment-là. Puis il faut dire après qu'il y a eu 2 buts en filet désert. C'est plus un match qui a fini 3-2. Mais le troisième but, c'est vraiment ils ont joué de bad luck. Mais ça fait partie du hockey. Là. Puis... Bon, sûrement que tu peux blâmer quelqu'un sur ça, mais le tir de Matheson, ton bâton brisé, tu peux rien faire. Ben, c'est ça. Hudson, je ne veux pas dire que c'est de sa faute, mais c'était le seul défenseur, puis il a quand même perdu son bâton assez facilement. Mais encore là, c'est de la bad luck, tu sais, au final. Je pense que c'est juste, ça a tourné comme ça le match, mais... Je pense aussi que Caulfield, genre, il a été moins sur son homme pour aller donner son bâton à Hudson. Ah, peut-être. Ça a débalancé à ce niveau-là. Probablement que ça a fait que Riley était libre pour tirer dans... Fait que, ils ont joué de malchance, puis comme tu dis, 2 filets désert. Donc, c'est pas nécessairement un match qu'il faut trop prendre, disons, le score final ne représenterait pas nécessairement l'allure du match. Exact. Non, parce que globalement, c'était très serré. Là, 31 tirs pour le Canadien, 27 tirs au niveau des Maple Leafs. Ouais, non, ça a été un gros match. Là. C'est un match quand même très intéressant. Puis on a vu des belles choses pareilles là, de toute l'équipe. Exact. Par la suite, c'était contre les
Black. Non, Red le Wings, deuxième, pardon. c'était... Les Red Wings. Deuxième match en 2 soirs. Ouais. Où on est allé chercher une victoire écrasante de 5-1. Ouais. Absolument. On a même sorti John Gibson. Ouais, c'est vrai. Qui Pour était son chouette. premier match avec les Red Wings qui a été sorti assez tard en troisième, si je me Mhm. rappelle, là, mais quand même. Exact. Mais d'ailleurs, en plus, eux autres, c'était leur 100e. Fait qu'ils Mhm. faisaient leur match d'ouverture pour leur 100e saison. Puis même eux autres, j'ai trouvé que c'était correct comme ouverture. C'était pas non plus si fou que ça. Ouais, non, c'est sûr. Ben, la culture du hockey aussi est unique là, à Montréal. Fait que, tu sais, peut-être Mhm. qu'on se compare trop. Là. Peut-être qu'on Mhm. est trop attendre. C'est ça, mais quand tu regardes autour de la ligue, c'est comme peu d'équipes font ce que Montréal fait. Là. Il y a Vegas qui font du bon show. Mais à part ça, c'est pas grandiose dans le reste de la ligue non plus. Là. Ouais. Je parle pas non plus d'expérience vécue, mais de ce que j'ai pu voir dans certains matchs d'ouverture que j'ai vus des dernières années. Mhm. C'est assez standard. Là. Mais ça a été comme contrairement au match, comme tu dis, des Toronto. Là, contre Toronto, c'était un match complètement à sens unique. Ah là. oui. Euh, Peut-être à part les 5 premières minutes où que ouais, ça c'est vrai que quand Red Wings ont quand même bien joué, là, mais. ils ont eu comme de l'énergie probablement à cause que c'était leur match d'ouverture et tout ça. Puis ils ont scoré justement en avantage numérique avec un magnifique but de Darren Larkin. Ouais. Mhm. Mais après ça, quand les Canadiens ont créé l'égalité, j'ai trouvé que, tu sais, oui, les Red Wings ont du talent. Fait qu'ils sont arrivés avec des Ils sont belles jeunes. chances. Exact. Encore, ben en fait, je dis ça, ils sont jeunes. Le Canadien est l'équipe la plus jeune dans la ligue. Oui. là. Ouais. Mais ça reste qu'ils sont jeunes, mais je pense qu'ils ont des joueurs âgés. Exact. Donc, c'est peut-être pas nécessairement le chiffre qui représente vraiment l'essence du club. Mhm. Tu sais, les Red Wings, leurs gros joueurs, c'est des jeunes joueurs. Montréal, assez jeune, mais le corps commence quand même à vieillir, puis ils vieillissent ensemble. Fait qu'il y a Exact. une maturité de groupe quand même, Ouais, que les absolument. Red Wings ont peut-être pas encore, Mhm. malgré que ça fait 9 ans qu'ils sont pas allés en playoff, qu'ils sont pas mal en mode Quand même. rebuild. Là. Mhm. Mhm. C'est assez différent comme rebuild, on va dire. Ouais. Mais globalement, je dis que le Canadien a bien joué ce match-là, mais Oui. Mhm. on peut pas dire qu'ils ont dominé nécessairement malgré le score, je dirais. Mais au niveau Mhm. des tirs, ils ont juste 17 tirs. Ouais, mais. Red Wings, 31. Ouais, pas des grosses chances. Non. Dobesch a été solide. Mhm. Oui. Mais j'ai envie de dire aussi en même temps, quand tu as une avance de 5-1 en fin de deuxième période, ta troisième, tu vas plus la jouer à. Pas nécessairement à risquer, à faire des jeux risqués. Tu vas plus jouer à garder ton avance. Non, Tu vas ça, protéger la ça, c'est rondelle. vrai, puis- C'est une Ouais. avance assez, on va dire, très agréable. là. C'est Ouais. pas non Oh, plus, oui, c'est un beau coussin. Ouais. Non, c'est vrai que c'est pas été le match que je dis, c'est pas la période que tu vas prendre des risques quand Mhm. t'es déjà. Je voulais quand même prendre le temps de revenir sur le but pour le premier match. Kapanen qui marque le premier but quand même du Canadien pour la nouvelle saison, qui avait quand même des a priori sur ce joueur-là. Autant de personnes disaient que Kapanen, ça va être vraiment une saison quand même assez incroyable pour lui. D'autres disaient, je vois pas vraiment ce que ce joueur-là peut apporter. Il n'y a pas vraiment d'exception ou de comme le Snake. talent Ouais. incroyable. Exact. En fait, c'est On ça, peut je pense. citer Snake qui... C'est la normalité. Ouais. C'est ça que les gens, je pense, avaient peut-être peur de ce gars-là. Mhm. C'est qu'il amène rien d'exceptionnel, C'est ça. mais il amène rien de mauvais non Mais plus. il nuit pas. Mhm. c'est En ça. fait, son jeu est complet pour son âge en Ouais, plus. ouais. Il a, je pense 22 ou 21 ou 22. Ouais. Je vais aller voir Il est pour- extrêmement complet. Là. Mhm. Défensivement, tu peux il était, je dis, c'est pas C'est un compliqué. jeune de 22 ans. Premier match de la saison, puis il a été tout de suite sur le premier piqué. Là. avec New Hook. Oui, c'est ça. Fait que c'est quand même des responsabilités qu'il lui donne jeune, mais c'est parce qu'il sait qu'est-ce qu'il est capable de faire, puis il l'a prouvé dans ce match-là. Ouais. Puis, je pense qu'il y a quand même eu 2 bons matchs. Le match contre les Blackhawks, c'était un match bizarre. Il y avait tellement d'unités spéciales, j'avais quasiment pas l'impression de le voir sa lui, patinoire. Mhm. Lui, si je me trompe pas, il n'est pas sur les avantages numériques. Non, c'est c'est ça. ça. Puis Mhm. il y a ses désavantages, mais comme les désavantages n'étaient pas trop de notre bord. Fait qu'il n'y avait pas beaucoup de power play, puis quand il y en avait, il durait pas longtemps. C'était un match assez spécial. là, Ouais. genre, Ouais. je peux pas dire que c'était un match traditionnel. Fait qu'il y a des Mhm. joueurs qu'on a beaucoup moins vu jouer. Là. Ouais, ça a été beaucoup de joueurs qui veulent jouer les fiers à bras, puis c'était... ouais. Oui, c'était- c'était des pénalités stupides. C'est ça, tu sais, c'était de l'indiscipline en globalité. Là, Ouais, tu sais. ouais, c'est pas rien de. Puis ensuite, il y a eu aussi Là, on est avec Zachary Bolduc sur une série de 3 buts en 3 matchs. Fait que là, on Ouais. va voir ce que lui peut apporter aussi à long terme. Mais pour l'instant, c'est un excellent début de saison quand même, il faut Oui. le souligner. 100%. Mais c'est surtout, tu sais, en plus, le monde l'a critiqué à cause de la pré-saison qui disait ouais, il commence lent, il se présente pas bien Mhm. bien. Finalement, le gars, la saison commence. Oui, en 3 mais games. il faut dire que pour les joueurs aussi, tu sais, une pré-saison, oui, ça sert à
débuter la saison, mais je veux dire, c'est pas des matchs qui comptent pour eux. Ils veulent pas nécessairement se blesser, ils veulent pas se buter dans ces matchs-là. Ils veulent se réchauffer un peu, ils ont pratiqué l'été. Puis... Je pense que le Canadien est arrivé avec une attitude différente. C'est ça l'affaire. Ouais. Il y a beaucoup d'équipes, comme tu dis, qui sont plus en mode l'année passée, on a fait les playoffs, on s'en fout. C'est ça. Blackhawks, je pense pas qu'ils sont de même, mais sont un peu le même mindset que le Canadien. J'ai l'impression, tu sais, genre Bédard, il était agressif, là. Ouais. Il n'est pas son genre de joueur. C'est pas le genre de joueur que je vais faire ça souvent, mais il était agressif. Pour moi, il y a un autre mindset, là. Cette équipe-là a un autre mindset, mais ils sont peut-être pas encore rendus ce que certaines autres équipes sont, tu sais. Ouais. Non. Puis Montréal, j'ai l'impression que cette année, ils sont arrivés avec un chien, tu sais. Ils ont un chien qu'ils n'avaient pas, là. Ils ont une rage de victoire. Ils veulent vraiment... C'est une équipe super serrée, là. C'est vraiment beau à voir. C'est une vraie famille, en fait. D'ailleurs, avec la signature hier de Hudson, tu voyais, il y avait une séquence que les Canadiens ont publiée où tous les joueurs sont allés le féliciter durant l'entraînement parce que lui, il l'avait pas annoncé. C'était comme s'il venait de scorer un but en overtime. Oui, vraiment. Fait que, c'est vrai qu'il y a quelque chose avec les Canadiens en ce moment. Là. Il y a quelque chose à souligner. Puis c'est quand même beau de voir ça, malgré que, comme on dit, l'échantillon est courte. Là, c'est 3 matchs. Là, fait qu'il faut pas virer en... Mais ça fait rêver, c'est le fun. C'est ça donne des belles images pour le futur. Puis on peut regarder aussi des statistiques plus avancées. Moi, j'avais noté quand même des choses intéressantes. Oui. La première ligne en particulier. Donc, Caulfield, Slav, puis Suzuki. Ouais. En ce moment, après 3 matchs, pas après les matchs du 13, là, mais vraiment après les 3 premiers matchs, il était 3e dans la NHL en nombre de buts pour, ce qui est quand même très bien. En termes de trio, je parle. Là. Encore une fois, c'est une échantillon courte, mais si on se fie aux statistiques l'année passée, il était encore dans ces plateaux-là. Là. Il était dans les meilleurs trios. Ils sont 14e en nombre de pourcentage de buts expectés. C'est quand même un bon pourcentage, surtout quand tu regardes les autres trios avant eux. C'est pas des trios qui vont rester là longtemps. Là. C'est des trios qui ont connu 1 ou 2 bons matchs. Mais c'est pas des trios qui vont rester là jusqu'à la fin de la saison. Moi, je serais pas étonné qu'ils soient dans le top 5 là, d'ici 10-15 matchs. Puis peut-être qu'ils vont être capables de rester jusqu'à la fin de la saison. C'est un trio qui fait pas beaucoup d'erreurs, qui produit offensivement. Qui est vraiment équilibré. Chaque joueur a son poste qui applique à merveille, en fait. Là, un Slavkovski qui est vraiment un gros gaillard qui va vraiment se mettre devant le filet. Caulfield, en fait, Suzuki qui va vraiment créer les jeux parfaits, les bonnes passes, puis Caulfield qui va venir compléter. Oui, puis je pense que les 3 s'améliorent dans tout leur aspect. Là. Slav, il s'est beaucoup amélioré dans ses passes, le long de la bande, les sorties de zone, ce qui avait un peu plus de difficultés. Puis là, je trouve que c'est vraiment beau. Caulfield, j'ai pas grand-chose à dire contre lui. Là. Je veux dire, pour un joueur de sa trempe, il se bataille bien les bandes. Défensivement, il est vraiment solide, ce joueur-là. Vraiment, là, il est quasiment sous-estimé dans le côté physique. Défensivement, physiquement, il est sous-estimé. Il en ramasse des gars. Fait que c'est un bon trio. Je pense qu'on est chanceux d'avoir ces 3 gars-là jusqu'en 2030. Signés à long terme. Fait que il y a un beau futur pour ces 3 gars-là encore. Sinon, on peut peut-être parler de Dobson-Matheson. Quand même un duo, je pense que personne ne s'attendait à voir. Hein. Moi j'aurais plus vu, mettons, Matheson-Hudson puis Goulet-Dobson. Ouais. Mais finalement, je suis agréablement surpris du duo Matheson-Dobson. Je suis d'accord aussi. Écoute, c'est un duo défensif à faible risque. Exact. Puis tu sais ce qu'il t'apporte. Écoute, c'est pas compliqué. Tu regardes en temps de jeu, là. Matheson puis Dobson, c'est des joueurs qui jouent dans les plus. Les joueurs qui ont le plus de temps de patinoire. C'est rare, là, des gars comme ça qui t'apportent ça puis qui sont encore dans le plus, qui font pas d'erreurs, qui sont prêts. Leur jeu défensif est impeccable. Faut les chérir. Puis Matheson, son contrat s'achève. Puis là, lui, il avait déjà affiché aux médias puis au GM qui était prêt à signer sous l'offre, pas sous l'offre, pardon, mais sous le marché pour rester à Montréal. Fait que, tu sais, ça se peut qu'on l'aide quand on va signer son contrat pour peut-être 5-6 millions entre Goulet et Dobson, j'imagine, dans ce coin-là. Fait que probablement qu'on va l'avoir pour 4, 5, 6 millions. Peut-être même moins, là, tu sais, ça dépend jusqu'à quel point il ferait son sacrifice, parce qu'il y a encore d'autres joueurs à signer, évidemment. Mais c'est un beau duo. C'est pas quelque chose que je m'attendais personnellement. Là. Même en désavantage numérique, tu sais, Dobson, on me l'avait plus vendu comme un défenseur à caractère offensif qui avait des lacunes défensives, mais pourtant, il a fait des gros jeux. Moi, je trouve. Je pense que c'est un joueur qui peut pivoter sur son rôle.
il a bien vu que Hudson, c'est the guy, là, je veux dire, ça va être le gars en avantage, puis je pense qu'il n'a pas eu peur de se dire « OK, je prends mon rôle, je recule offensivement, mais défensivement, je me concentre plus. » C'est ça. Puis je pense qu'il réussit dans ça. Là. Ouais. Exact. Il y avait eu 2 jeux spécifiques, admettons, contre Toronto, contre Chicago. Dobson avait justement coupé la passe. Puis, ou sinon, il avait vraiment bloqué une shot. Puis c'était, en fait, c'est un joueur que je n'avais pas expecté à mettre en désavantage numérique, mais finalement, solide. Puis, comme tu le dis, à être meilleur défensivement. Puis, tu sais, le monde chiale parce qu'ils disent 9,5 millions, faire juste un point en 3 games, pas bien impressionnant, mais peu importe. Sur le long terme. Il faut voir ça à long terme aussi. C'est pas que dans l'instant là, il y a 3 matchs de jouer. L'échantillon est très, très court. Ouais, c'est ça. Faut pas. En fait, c'est ça. Faut rappeler toutes les opinions qu'on a, toutes les espèces de. Pas nécessairement prémonitions, mais les pronostics qu'on veut se faire pour l'instant, c'est très court l'échantillon. C'est que. On est vraiment dans le concret actuellement, puis c'est quand même assez dur de se projeter à long terme. Mais reste que. Mais c'est le fun d'en parler parce que justement, ça reste le fun quand même. T'sais. Ça peut nous surprendre au fil de la saison. Oui, puis Hudson, c'est Lane Hudson, là, je veux dire, il a quand même prouvé d'excellentes choses dans le passé. Ouais, c'est ça. Je suis pas inquiet. Là, il y a juste un point, mais écoute, comme il expliquait avec la signature de contrat, il y avait clairement un stress. Puis d'après moi, il y avait beaucoup de parlage de genre. Son contrat, blablabla. Là, il était écœuré, puis il a mis je pense qu'il a mis son pied à terre. Il se respecte en tant que joueur. C'est ça. Puis il a signé, il a dit là, faites-moi signer ça parce que je veux passer à. Je veux jouer. Là, il veut focusser au hockey. Passer à l'étape pro réellement. C'est ça. Fait que je pense qu'une fois qu'il a fini son contrat, c'est sorti de sa tête. Là. Il a plus à se soucier de comment il joue, puis qu'est-ce qu'il mérite ou pas. Fait je pense qu'on va voir un autre Hudson à partir de ce soir. Absolument. J'ai vraiment hâte de voir. Ouais, je pense qu'il va avoir un bon match à soir. Je serais pas étonné en fait qu'il y en ait un bon 2-3 points. Là, fait que ça dépend comment le match se déroule. Mais les Kraken, c'est pas une mauvaise équipe. En fait, ils sont premiers, je pense, de leur division en ce moment. 2 victoires, aucune défaite pour le moment. C'est ça. Fait que je vais vérifier, là, mais il me semble que c'est quand même une équipe à pas sous-estimer. Leur gardien de but est solide jusqu'à date. Joe est d'accord. Ouais, exact. Ouais. Ça va être un bon match. Son premier en ce moment, ceux qui ont juste 2 matchs, là, comme tu le dis. Mais ça reste à voir qu'est-ce qui va se passer avec cette confrontation-là. Sinon, on pourrait peut-être parler de statistiques quand même intéressantes au niveau des mises en jeu. Oui. Moi, j'avais quelques notes, mais surtout du mauvais, je te dirais. C'est dans les statistiques, il faut en parler quand même. Il n'y a pas que du beau dans la vie. Faut pas le cacher. Evans, rien de surprenant. 65% à date. Ouais. Excellent. Suzuki, 50%. Ça va monter. Je suis pas inquiet, ça va monter avec les matchs. Puis c'est là que ça se corse. Kirby Dach, 32%. Kirby. Ouais, c'est ça. Je suis pas sûr que c'est un centre. En tout cas, il y a du travail, il y a des croûtes à manger. Ouais. On va le laisser à ça. Puis le Newhook, 43%. Ce qui est pas mauvais considérant que c'est pas un centre naturel. Il y a du potentiel avec ça, mais ça reste à voir. À développer, à s'entraîner. On va voir, on va laisser quelques matchs encore. C'est ça avec Kapanen puis Demidov qui jouent. Fait que c'est beau. Moi, je vois prochainement Bolduc prendre la place de possiblement Newhook. Peut-être que c'est ça qui va manquer un centre. Ouais. Je pense que Kapanen est capable de jouer au centre. Mais j'ai vraiment pas... tu sais, avant, je te disais souvent, j'avais tout le temps une a priori sur Newhook, puis à date, dans le début de saison, j'aime vraiment son jeu. C'est vraiment... Sa rapidité, ça change tout dans le jeu, en fait. Là. C'est vraiment ça qui vient conclure des jeux vraiment béton, en fait. Là. Ouais, je suis d'accord. Ouais, 100%. C'était vraiment le fun. D'ailleurs, même Bolduc, on va espérer que sa série de buts continue dans le temps. Là. Il est vraiment sur une excellente lancée parce que la dernière saison, il avait fini, je pense que c'était premier buteur recru après la confrontation des 4 nations. Absolument. Fait que ça reste quand même une statistique intéressante. 19, si je ne me trompe pas, 19 buts. Ouais. Non, c'est ça. Une belle signature. Je suis content de l'avoir eu. Un beau contrat à y donner à ce gars-là, j'espère. Oui, d'ailleurs, parce qu'il va être agent libre après la saison. Est-ce que vous voyez le Canadien leur signer avec quel genre de contrat? Ou, mais écoute, tout dépend de ce qu'il va apporter. Ça risque d'être un contrat à court terme parce que... Mais ça dépend de la saison. Parce que s'il prouve qu'il peut te faire 80 matchs comme il a fait la saison passée, durant les peut-être 30-40 derniers matchs, s'il peut te redonner une saison de 80 matchs avec ça, là,
je serais pas inquiet qu'il signe à long terme. Ouais. S'il est un peu moins stable, ça peut être un 2, 3, 4 ans à 5-6 millions. Sinon, ça risque d'être un 8 millions. Là. Je pense que si tout le monde chip in pour signer des contrats un peu moins, on va dire, standard du moment, là, des affaires à 12 millions, 17 millions, là, c'est... Ça se pourrait qu'on ait un contrat à 8 millions avec Bolduc. Ça dépend de sa production de points, en gros. Là. Tout dépend de ça. Puis il faut dire que c'est encore un joueur très jeune. Il a juste 22 ans. Oui, c'est ça. Il a encore tout son avenir. Il n'a même pas encore atteint son climax. Là. Souvent, un joueur atteint son paroxysme de statistiques puis en termes d'athlète vers 27, 28 ans. Oui, c'est ça. Ça dépend tellement de facteurs. C'est ça, il y a plein de facteurs. Mais entre 25 et 30 ans. Exactement. Ouais. C'est là que tu vois vraiment que... Le plein potentiel d'un joueur. C'est ça. Quand tu as des perles comme McDavid, c'est différent. Mais globalement, c'est dans ces tranches d'âge-là. Ouais. Mais des fois, les éclosions, c'est à 22. Des fois, c'est à 24. Des fois, c'est à 30 ans. Il y a des joueurs qui sortent de nulle part, puis à 30 ans, ils te font une saison. Des outsiders, c'est ça, c'est pas des joueurs exceptionnels, mais une saison qui font 83 points pour aucune raison. On dit comme par exemple Adam Gaudette, que pendant longtemps a dominé dans la Ligue américaine, puis que là, depuis la saison dernière avec les Sénateurs, a commencé à se tailler un poste régulier dans la Ligue nationale. Absolument. Je pense qu'il a genre 28-29 ans. Non, c'est ça. Ouais, non, c'est du potentiel. Ça va être beau à voir. Excel. Le futur va nous dire ce qui va arriver. Exact. Puis il y a une autre statistique que je voulais garder parce que je pense que c'est une statistique intéressante. Le trio de Patrick Laine, Jake Evans, Anderson, 13e pour le nombre de buts contre par 60. Je trouve que c'est intéressant parce que Patrick Laine, il n'est pas reconnu pour son jeu défensif. C'est exactement ça que j'allais dire. Je le voyais là dans mes statistiques, puis je voulais qu'on en parle un peu parce que... Je te laisse continuer, là, mais je vais surenchérir. C'est juste pour dire que je m'attendais pas... C'est sûr que ça l'aide déjà avec Evans et Anderson, qui sont deux gars solides défensivement depuis 2 saisons. Jake Evans depuis longtemps, mais Anderson depuis 2 saisons réellement. Ouais. Mais là, je pense que Patrick Laine, peut-être qu'il va manger ses croûtes aussi puis dire genre... Je sais pas, ça dépend. Est-ce qu'il veut rester à Montréal? Il va peut-être être prêt à signer pour pas beaucoup, puis rester une saison ou 2. Peut-être qu'il va décider de partir. Peut-être qu'il va plus rejouer aussi. Il y a tellement de questions. Il y a énormément de thèses qui est possible. Ce gars-là, c'est ça. C'est tellement un point d'interrogation. Mais je trouvais ça intéressant que c'est une statistique un peu anodine. C'est pas le genre de trio que je m'attendais à avoir autant de succès défensif avec un joueur comme Patrick Laine. Ouais. Mais bon. Mais je pense qu'il a compris aussi comment je peux dire ça? Il a compris les sphères de son jeu qu'il devait vraiment améliorer. En 3 matchs, on n'a pas encore vu un Patrick Laine à son paroxysme. On n'a pas vu un joueur en 5 contre 5 produire énormément. Non. C'est pas pour rien qu'il est sur la 4e ligne. Non, mais défensivement, il y a vraiment eu, faut le dire, il y a eu une amélioration. Il y a vraiment une amélioration. Puis non, ça, physique, 100%. Puis comme je dirais, là, c'est sans dire que il sera jamais, mais je pense que tout le monde le voit, là, il sera jamais ce qu'il était. Pour l'instant, il ne démontre pas. Non, on peut pas dire tu le vois patiner, là, puis écoute, c'est pas le Patrick Laine quand il avait 21 ans. Non, il manque de rage. Il manque de cran. Là. Il est très mou, en fait, des fois. Tu te demandes, y a-tu envie de jouer? C'est quoi il y a un problème. Il y a quelque chose à quelque part. Sa personnalité, peut-être, qui fait que c'est pas un gars qui est trop impliqué des fois. Puis c'est bien des questions qu'on peut pas nécessairement répondre au final. Mais... J'ai un petit potin, d'ailleurs, à propos de sa femme qui... j'ai vu ça ce matin, là. Selon elle, en fait, dans son état d'âme, était quand même assez inquiet à l'endroit de Patrick Laine parce qu'elle se faisait souvent poser comme question comment que tu vois l'avancée de Patrick? Est-ce que sa carrière, c'est quelque chose qui te stresse un peu? Puis elle a avoué que c'était quelque chose qui la rendait énormément anxieuse de savoir, OK, qu'est-ce qui va arriver avec lui? Est-ce qu'il va se faire changer du jour au lendemain? Elle voit que c'est pas... Ouais, je pense que tranquillement, il perd son poste. Exactement, puis ça la stresse beaucoup. En tout cas, c'est vraiment un potin plus ou moins intéressant, mais reste que... Non, mais on parle de lui, effectivement. Oui, exact. Mais je suis d'accord que... Écoute, moi, je serais pas étonné qu'il se fasse échanger, mais encore là, je vois mal qui irait chercher ce joueur-là. Il t'apporte pas grand-chose à part son tir. C'est ça. À moins que tu veux vraiment un power play guy pour les playoffs, là, je vois vraiment mal qui irait chercher ça. Ouais. Les équipes qui vont faire les playoffs, généralement, les powerplays, c'est pas leur faiblesse. C'est rare, très, très rare. Puis même là, en 3 matchs, on répète, il n'y a pas eu encore aucun but. Là. Il y en a eu des occasions d'avantage numérique, puis c'est pas encore arrivé. Oui, mais il est rendu sur la 2e ligne. Faut pas le négliger. Là. Je veux dire, il y a moins de temps de glace de powerplay. Ouais. Puis il commence à être prévisible. Tout le monde connaît le fameux tir, donc mais en même temps, ils veulent se préparer pour. Il en a fait 20 l'année passée. En powerplay, je pense.
Ça je pense que c'est 15 c'était 15, c'était 15 en powerplay. 15 puis 20 au total, genre, du genre. Mais bon, il peut peut-être avoir une éclosion. Moi, j'espère quand même de tout cœur que on va voir un line éclaté comme tous les propos qu'il disait. Il s'avouait tellement à être prêt, à être préparé, à être motivé durant la saison. Ben, ça paraît quand même. Ouais. Je peux pas dire qu'il n'est pas venu préparer. Là. Il y a une implication qu'il n'y avait pas avant. Là. Ouais. Fait que ça, il faut y donner. Mais c'est peut-être juste plus le joueur c'est plus un joueur qui marche pour l'organisation. Là. Il fait plus partie du top 6. Là. Il s'est fait tasser, je pense, réellement. Puis c'est pas un joueur que tu veux dans ton bottom 6. Tu veux pas un joueur offensif à caractère offensif sur ton bottom 6. C'est pas ça que tu veux, tu sais. Tu veux des gars défensifs plus. Absolument. Fait que c'est un point d'intégration, ce gars-là, pour l'instant encore. Je pense le mettre sur la 4e ligne, c'est surtout dans la philosophie de Martin. Il y a eu une belle discussion avec lui, il l'avait dit. C'est vraiment d'améliorer son jeu à 5 contre 5. Parce que c'est beau savoir marquer, on le dénie pas. Là, il y a une shot, ce gars-là. Oh, il y a tout un plomb. Là. Le 3/4 du temps, t'as pas la rondelle sur le bout du bâton. Non, c'est tout ce que tu fais hors de ce moment-là. Qui t'amène à ça, puis c'est ça qui est important. Là. Il a aussi dit une phrase, Martin, c'est quand les joueurs ordinaires font les gestes... quand les joueurs extraordinaires font les gestes ordinaires. C'est bien quelque chose que justement qui est dans une philosophie de l'équipe, ce qui fait aussi le succès en ce moment. Là. Ouais, 100%. Ouais. Prochain point, Ced? Ben, si on peut lancer un peu... Moi, j'avais un petit débat sur la première vague d'avantages numériques. Pas nécessairement les joueurs qui sont dessus, c'est juste pour rappeler, c'est Suzuki, Caulfield, Bolduc, Slafkovský, Hudson. Ouais. Mais c'est plutôt comment les joueurs sont placés, comment on les place. Mais Slafkovský, comme je pourrais dire, deuxième défense. Ouais, il est un peu pivot avec... En fait, Caulfield puis Bolduc sont très stables. Ils vont souvent pas bouger. Hudson aussi. Puis Suzuki et Slav sont très pivots. Là. Ils vont s'échanger leur place entre eux. Mais c'est vrai que c'est assez... Ben, en tout cas, ça marche pour l'instant. Bon, on a juste eu 20%, là, je pense. Mais tu sais, faut pas juger sur les 3 premiers matchs à ce point-là. Même si on a eu, je pense, genre 10 avantages numériques. C'est ça, faut être critique, mais il faut prendre un grain de sel quand même. 20% reste c'est acceptable. C'est pas... faut pas se comparer à des équipes qui ont genre 3 matchs. Là, tu peux pas... Il y en a qui vont avoir des stats incroyables, mais en 3 matchs, l'échantillon est court. 20%, c'est respectable. Là. C'est milieu de plateau. Fait que ça risque de monter. Là. Je pense qu'on a un powerplay très dangereux quand même. Là. Je sais pas si c'était quoi que la rotation, tu la trouvais pas excellente ou? Ben, c'est de mettre Suzuki comme en arrière du filet pour faire une passe à Bolduc. C'est souvent ça que le jeu qui essaie de créer. Je trouve Suzuki justement est plus efficace dans le pivot parce qu'il a l'intelligence du passeur plus son tir du poignet qui est quand même assez excellent. Là, on se dit. Mais je pense qu'ils font ça. Ils mettent Suzuki derrière les nets parce que lui, il est droitier. Ouais. Fait qu'il y a un angle sur Caulfield puis sur Bolduc. Okay, ouais. S'il fait une passe, il est direct sur le bon côté. Mais s'il serait... mettons, tu mets Slav, là. Slav, il est gaucher. Il perd un peu d'angle pour la passe à Caulfield. Ouais, c'est comme... Puis son angle pour la passe à Bolduc, il faut qu'il passe à travers des bâtons. Pardon. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est Suzuki qui va souvent derrière le filet parce qu'il y a une meilleure angle d'option sur les 2 joueurs devant le net. Ouais. C'est la seule... Vraiment... Moi, c'est ça que je comprends. C'est sûr que c'est... Comme tu dis, c'est vrai que Suzuki a une méchante vision de jeu. Des fois, il change. Là. Des fois, Slav, il va au net, puis c'est Suzuki qui monte. Là. C'est sûr que ça varie. Mais en même temps, tu sais, je suis comme... T'as-tu besoin de Suzuki puis d'Hudson à pointe pour la vision de jeu? Je pense que Hudson peut couvrir largement le besoin de ça. Puis Suzuki, moi, je pense qu'il peut bouger un peu plus, puis ça peut justement créer d'autres opportunités. Ouais. Slav, c'est sûr, comme tu dis, c'est pas un mauvais passeur, mais c'est pas les passes de qualité comme Suzuki. Non, vraiment pas. Mais il y a moi, je pense que c'est un excellent passeur, mais c'est pas des passes que c'est pas des passes exceptionnelles, mais c'est des bonnes passes quand il y en a. T'sais, quand la ligne de passe est là, il va la faire puis elle va être sur le tape. T'sais. Ouais. Je mettrais quand même, moi, un Slav vraiment toujours devant le filet. Oui. Ben, je pense pas que c'est une mauvaise option aussi. Là. C'est que Bolduc aussi, en même temps, il a prouvé que son bureau, là, ouais, c'est sûr. C'est un style de jeu à la Gallagher, en fait. Ouais, on peut le comparer un peu à la Gallagher. On s'entend quand même plus rapide aujourd'hui, mais que Gallagher, là. Mais
C'est un peu dans le même genre de jeu, très batailleur. Ouais, il est féroce, il rentre, il finit ses mises en échec. Ouais, c'est ça. Il a créé beaucoup de punitions contre les Blackhawks, justement. Mm-hmm. Il t'avait fait une mise en échec, le joueur était pas content, il l'a poussé, puis ça a créé un 2. Ouais. C'est un joueur qui t'amène de l'énergie, là. Absolument. Puis c'est... Tu sais, tantôt, on parlait un peu du prochain contrat qu'on pourrait lui donner. Puis je vois pas exactement un joueur qu'on a d'autres dans l'alignement comme lui. Bon, tu sais, on n'a pas... Il n'y a pas de gros gars comme lui avec une vitesse du chien qui plaque puis qui a tout un tir. Il est complet, là, même défensivement. J'ai pas grand-chose à dire contre lui. Là, genre, il fait pas il fait pas de revirement vraiment blatant là, qui crée des moments. Non, ça va bien. Fait que surprenant comme joueur. On va voir ce qui se passe avec le reste de la saison avec lui. Là. Puis sinon, sans parler, en fait, non, en parlant de Ivan Demidov, qu'est-ce que vous en pensez, vous, à date de ces 3 matchs? Je pense qu'il a vraiment amélioré son aspect défensif. Ouais. Il s'améliore à ce niveau-là. Je pense qu'il met plus d'énergie pour ça. Parce que facilement, il n'y a rien à prouver. Là, dans le sens que on sait ce qu'il est capable. Oui, mais je trouve que c'est surtout, en fait, un fabricant de jeu. Ah oui, 100%. C'est beaucoup plus un fabricant de jeu qu'un vrai marqueur. 100%. C'est vraiment ça que je trouve qu'il a ressorti encore plus de son jeu. Il y a vraiment un Demidov qui a la rondelle qui s'en va vers le filet. C'est vraiment rare qu'il la perd ou qu'il se la fait enlever. Il y a 100%. Vraiment une vision de jeu. Il est fluide. Il réussit à se générer un espace entre le joueur. Il y a je sais pas comment le traduire. Là, je vais devoir le dire en anglais, mais un hockey IQ. Une vision... Un QI de hockey. Oui, exactement. Un QI de hockey. Mais vraiment excellent. Je suis 100% d'accord avec ça. C'est vrai, c'est plus un fabricant. Mais je pense qu'avec le temps, ça va se développer aussi. Là. Il est jeune. Là. Je veux dire, il a quoi, 20 ans? Là? Il a 19 ans. Je suis pas inquiet, là, ce gars-là, c'est un joueur complet 100%. Il est un méchant tir. Oui, absolument. Il est fracassant aussi. Il l'utilise pas tant que ça. Ouais. Pour l'instant, il se démontre beaucoup plus avec la fabrication de jeu. C'est ça que je voulais dire. Mais tu sais, je le vois, là. Puis il est quand même physique, ce gars-là. Moi, j'avais peur qu'il soit un peu plus... Pas genre faible. Plus mou dans son jeu. C'est ça que j'avais passé. Des fois, les gars de la Russie ont une mauvaise... je sais pas comment dire ça, mais ils ont des préjugés, des stéréotypes de genre, c'est des gars mous qui veulent pas genre physique, veulent juste faire des points, puis ci, puis ça. Ouais, le cliché. C'est ça, le cliché du joueur de la KHL qui vient jouer dans la NHL. Puis moi, je suis quand même impressionné par ce gars-là. Là, genre, il a pas peur, là, il s'est presque battu là, contre les Blackhawks. Oui, c'est ça, j'allais dire tantôt, on a oublié de le soulever. C'est ça, il rentre dans les bandes, il a pas peur de se faire plaquer. Non, c'est quelque chose, c'est une facette de jeu qui me surprend de lui, puis ça va lui permettre... Il n'a pas peur de rentrer au filet, là, il a démontré ça 2-3 fois dans les matchs. Il coupe à l'extérieur de la droite, puis il rentre direct au filet. Ça finit pas tout le temps, mais... D'ailleurs, ça a procuré une pénalité du côté des Blackhawks. Le Kaiser qui l'avait dans le filet, c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est quand même des étapes importantes pour lui. Crucial dans son développement. C'est ça, exactement. Tu lui donnes du temps de jeu, pas trop pour pas l'empêcher non plus pour le nuire, mais je veux dire, juste assez. Puis, parlant du temps de jeu, je pense que c'est bien aussi l'arrivée de Dobson. Là. Il a rétabli un peu le temps de jeu de tout le monde. Oui. Parce que Hudson puis Matheson jouaient beaucoup trop de minutes avant. Ah ouais, c'était quasiment 25 minutes par match. Ouais, puis là, c'est ça. Un petit peu moins pire. Là, c'est plus dans les 20. Ben, pour des défenseurs, c'est assez correct. Standard, entre 18 puis 22 minutes. Mais là, c'est que tout le monde, le top 4 joue entre 18 puis 22 au lieu de... T'as 3 défenseurs qui jouent 26 à 28 minutes. Ce que Matheson puis Hudson surtout faisaient. Puis Goulet aussi. Puis Goulet, c'est quand même un joueur sensible. Tu sais, il est physique puis tout. Mais on l'a vu avec le passé, là, il y a beaucoup de blessures, ce gars-là. Oui. Fait que c'est sûr que ça l'aide pas de jouer des 26 minutes, là, tu sais. Fait que le temps de glace rétabli, là, ça, c'est un autre aspect, je pense, qui est important. Puis même du côté offensif, le temps de jeu est assez équilibré. Ouais, c'est vrai. Martin, il en a parlé, il n'y a pas vraiment d'ordre au niveau des lignes. C'est vraiment plus... Qui joue bien, là. Ouais, exact. C'est comme... À part le premier que tu dis, c'est sûr que c'est son plus sa glace. C'est un intouchable, ce trio-là. Je pense qu'il ne va jamais apporter de réel changement sur ça. Il se dit, il y a une chimie des 3, c'est le fameux triangle. Là, j'ai la misère à voir Martin bouger cette ligne-là. Il faudrait une maudite bonne raison pour tasser un de ces gars-là. Ouais. Ben écoute, quand ça fonctionne, ça fonctionne. Hein? On a une chimie, c'est une chimie. Des fois, ça s'explique pas. 2-3 ans, 3 ans pour 3-4 ans même. Ouais, 4 ans. Pour Caulfield Suzuki, tu veux dire. Ça, ouais. 3 ans, 2 ans et demi pour Slav. Fait que c'est sûr, comme tu dis, là, t'as fait tasser ces gars-là. Là. Exact. D'ailleurs, même Slav l'avait avoué que l'année passée,
il ne savait pas autant préparer que cette année pour commencer la saison. Puis ça paraît exactement à son 100%. Jeu. Il est plus intense. Oui, il y a 1 point, un but, mais c'est vraiment dans ce qu'il apporte. Dans ses statistiques avancées, je veux dire, ça, c'est vraiment bon. Là. En début de saison, là, c'est un gars qui s'implique dans les bandes. Il a une belle efficacité en avant du filet. C'est ça, c'est vraiment bon. Sans nécessairement que ça reflète sur les points. Il faut aller voir quand même plus loin que ça. Il faut regarder les matchs. Là. Je dis, moi, quand je regarde ces gars-là ensemble, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est ça. Ils contrôlent plus le jeu. Là. Comme la possession de rondelles est toujours en faveur de notre côté. Là, justement, dans les stats avancées, le Corsi, ce qu'en fait, c'est comme la possession de rondelles quand tu es sur la glace. Premier trio contre Chicago, 75%. Ça, contre Toronto, c'est du 73%. Contre Détroit, du 60%. Fait que, on est tout le temps au-dessus de 50%. C'est bon. C'est excellent. C'est entre 60 et 80 jusqu'à la fin de la saison. Tu te mets les chances à ton bord. C'est Absolument. Juste logique. Là. Puis sinon, en globalité, là, sur l'équipe qu'on voit en ce moment, mettons, sur toute la construction de l'équipe, est-ce que vous êtes satisfait en globalité des alignements, la paire défensive? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez changer ou on garde ça comme ça puis on voit pour la suite? Je pense que ça va bien. Là. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent changer? Sûrement. Des micro-ajustements à faire. Mais il faudrait être fou pour dire qu'il y a quelque chose qui va pas bien. Je dis, c'est assez visible. Les matchs ils sont bons. Ouais. Le Canadien est tout le temps en tout cas, il a tout le temps été dans les matchs à date. Je dis, excellent travail de la direction du Canadien puis de Martin. Là, pour l'instant, ça va bien. Il y a quand même... non, vas-y, Sad. C'est sûr que un Joe Veleno, un Strubble, à un moment donné, il va falloir qu'il finisse par jouer. Sauf que c'est ça. me dit qu'il faut tasser. En ce moment, tu tasses. Il n'y a personne qui sont pas mal, à part Patrick Laine, là. C'est ça que je pourrais... Moi, je vois, là, personnellement, c'est toujours une opinion personnelle, mais c'est correct. Pour moi, c'est le seul joueur qui mérite moins son rôle parce que, justement, il est supposé plus être offensif. Puis s'il ne produit rien dans les 10-15 premiers matchs, il ne met pas les chances de son bord. Puis Struble, écoute, moi, Jacky, il a un jeu parfait là, en ce moment. Là. Défensivement, rien à dire sur lui. Il y a une erreur qui a causé un but contre Toronto. Ouais, ça se peut, oui. Mais tu sais, je dis, ça arrive, là, tous les joueurs en font des erreurs. Mais globalement, son jeu est presque irréprochable. Avec Carrier, là. Oui, c'est ça. Tu mets Jacky avec Carrier. Carrier, c'est un gars... écoute, c'est un 101 hockey player, le défenseur que tu veux dans ton équipe. Là. Très intelligent. Intelligent avec la rondelle. Fait pas de dégagement inutile pour des... Tu sais, il fait pas de revirement vraiment. Puis Jacky, tu peux pas tasser Jacky, je trouve, en ce moment. Là. Physiquement, il est trop important. Puis... Non, c'est bien. Ouais. Je voulais savoir aussi, on est peut-être un petit peu plus hors sujet, mais reste que ça reste dans l'actualité. Samuel Blais, finalement, qui a quitté la formation. Vous en pensez quoi de ce changement-là? Écoute, ça fait partie du changement du changement, plutôt des décisions par Kent. Là. Je veux dire, il fitait peut-être pas trop dans la vision du Canadien. Puis... Il y a une partie, moi, que je trouve ça quand même dommage, là, parce que je trouvais que c'était un joueur qui s'était bien impliqué dans les matchs préparatoires. Ouais, c'est sûr. Puis c'était vraiment un gros gaillard. En tout cas, surtout dans le dernier match, il a apporté un jeu extrêmement physique qui a apporté sérieusement plein de belles occasions. Je suis 100% d'accord. Mais faut pas non plus oublier qu'il joue pas juste pour le Canadien. Non, c'est ça. Il faisait c'était un peu un match d'évaluation pour les 31 autres. Oui, c'est ça, exactement. C'était sa manière de se prouver dans la Ligue en tant que telle. Puis je pense que ça a montré qu'il avait encore sa place parce qu'il s'est fait prendre par Toronto. Ouais. Toronto, défaite assez mauvaise, on va dire, hier. 2 défaites de suite contre Détroit? Je pense. Possiblement. Ça se peut qu'un gars qui se fasse tasser, là, tu sais. Blais, il est prêt à mettre ses patins et sauter sa glace, tu sais. Ouais. Fait que... possiblement qu'il va avoir sa place à Toronto. Là. Ça reste à voir. Là. Je trouvais que c'était un bon joueur, que c'était une petite perte, mais en même temps, par quel joueur on aurait pu le remplacer, ça aurait été compliqué à tasser un autre joueur. Tu sais. Ceux qui se posent la question de ça, mettons, mais on avait encore la place, parce que c'est 23 joueurs qu'on peut avoir dans l'équipe en haut. Ouais. C'est
Je sais pas si c'est exactement pour ça que le Canadien a pris cette décision-là. Ouais, c'est une théorie. Mm-hmm. Mais en fait... Je pense que c'est plus qu'une théorie. Là. C'est assez évident. Là. Mm-hmm. Mais ça reste une théorie, on va dire. Oui, c'est ça. Donc, on n'a pas de fait concret. Non, c'est ça. Y a pas, mais ça, j'ai pas shaké à Kent. Là, puis j'ai pas shaké la main à Kent pour confirmer le tout. Là, mais ça risque d'être cette théorie-là, je pense, la plus plausible. Mais c'est qu'en fait, pour commencer la saison, si tu as un certain montant que tu as de libre sous le plafond, ça peut s'accumuler à la longue puis aller chercher, mettons, je prends un exemple, tu as 500 000 de disponibles sur le plafond. Ouais. Ben, plus tard, tu vas pouvoir aller chercher un joueur que sur la masse salariale, c'est 1 million son salaire, mais qui va s'affecter à 500 000. OK, ouais. Mm-hmm. Donc, je sais pas si justement c'est potentiellement pour aller chercher un gars de deuxième centre peut-être ou... Puis si j'avais fait le calcul, si tu fais ça, 500... Ben, pas moi, là, mais j'avais vu le calcul, que si tu... Mettons, tu as 500 000 de côté, tu peux aller chercher jusqu'à 25 millions à la date limite. Là, on s'entend que c'est un gros chiffre, qu'il y a peu de chances qu'il se tombe à ça, là, mais c'est juste pour dire que tu peux aller chercher une coupe de millions pour aller chercher un joueur qui a un gros salaire, peut-être un deuxième centre. Tu sais, t'échanges Kirby Dach avec un choix de repêchage puis un espoir. Une monnaie d'échange. Là. Ben oui, puis tu vas chercher un gros joueur qui est peut-être un petit peu en haut de ton plafond salarial pour cette saison. Ouais. Puis l'année prochaine, tu leur signes, tu sais, mais où t'as le plus d'espace. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Là. Ça dépend à qui tu vas chercher, évidemment. Là. Mais c'est ça, comme tu dis, c'est pas la seule théorie qu'on a trouvée en ligne puis qu'on... serait plausible en ce moment. Tout le monde disait à peu près la même affaire à ce point-là. Là. Fait qu'on sort pas rien de... On sort rien du chapeau, mais c'est important, je pense, de le mentionner. Là. Ouais. Assurément. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de la signature de Lane Hudson? Ouais. Ah, ben écoute... C'est une bonne façon de terminer ça, parce que... Terminer l'émission, parce que c'était quand même une surprise, mais en même temps, je pense qu'on en a discuté un peu. Là. Tout le monde était un peu... craqué par ça, là. Puis probablement que lui-même, là, il était écœuré. Ouais. On est rassuré, en fait, que le contrat se soit enfin concrétisé. Ouais, c'est ça. Je pense que, moi, personnellement, il vaut amplement le montant. Oh, ouais. Il vaut ce qu'il vaut. Plus, ouais, c'est ça, vraiment. Un excellent défenseur. Il amène beaucoup de points. Il amène de la rapidité. Il amène des bons jeux sur la glace. Il fait un petit peu des erreurs quelques fois, mais c'est très, très rare encore là. C'est des questions de malchance, en fait. Bâton brisé, ce genre de conneries-là. Mais je veux dire, pour l'instant, je trouve quand même que c'est un bon début de saison. C'est le fun de le voir jouer. Les partisans, on l'aime. Je pense qu'il y a sa place. Oui, exactement. C'est surtout avec les signatures de Jackson Lacombe puis Luke Hughes à 9 millions. Le monde se pensait puis se demandait sûrement. Moi-même, je pensais que Hudson allait chercher plus, exact. Genre facile à 9,5. Ben, j'avais vu une statistique comme quoi il avait signé vraiment, mettons, pour le marché, qui est, bon, le top salaire, c'est 17 millions, comme on le sait, puis qu'il avait signé quelque chose comme vraiment là, sous sa cote, on va dire. Là. Il était peut-être plus dans les 12-13, là, ce gars-là. Là. Ouais. Probablement, là, tu sais. En même temps... Ça, c'est high shoot, mais quand je dis 12-13, c'est pour les gars comme qui veulent aller chercher du cash. Là. Il aurait peut-être pu aller chercher 10-11-12, tu sais. C'est une théorie, évidemment, mais ça prouve qu'il y a quelque chose, tu sais. Oui, mais moi, je pense que, sincèrement, Lane Hudson se fout complètement de son salaire, dans le sens où c'est un joueur vraiment qui est passionné par le hockey, puis même, je pense que c'était un de ses coéquipiers qui a dit même le 9 millions que Lane Hudson a eu pour son contrat, il va pas en dépenser une scène, dans le sens que c'est juste un gars qui veut jouer au hockey, tu sais. Il veut être respecté, puis il sait ce qu'il vaut, c'est sûr, mais... C'est pas un gars qui va aller gratter la scène. Non, moi, je veux 9,2 millions, sinon, oubliez-moi. C'est un gars qui est là pour jouer au hockey, puis qui a une famille tissée serrée en ce moment à Montréal. Donc, je pense qu'à un moment donné, des fois, l'argent, faut savoir mettre un peu l'ego des fois de côté, puis juste se dire, OK, je suis dans une bonne place en ce moment à Montréal. Fait que je vais me contenter de ce que c'est. C'est pour contourner aussi tout ce qui est des taxes puis tout. Kent Hughes, il est pas stupide, là, il trouve des façons. Non, ça reste un excellent homme d'affaires. Oui, puis tu sais, ces contrats-là sont tout le temps par clause de bonus. Fait qu'il est payé, mettons, 1 million par année. Ouais. Fait que son contrat pendant 5 ans, si je me trompe pas, 5-6 ans, c'est 1 million par année. Puis tout le reste, c'est du bonus. Mais c'est des bonus qu'il va avoir 100%. Là, c'est genre... sûrement des conneries comme genre jouer 10 matchs dans la saison. Tu sais, je sais pas exactement, j'ai pas vu les comme... La clause du contrat, en fait. C'est probablement privé, ça. Mais tu sais, c'est des conneries. Fait que genre, c'est vraiment juste pour que les bonus, ça soit de l'argent qui rentre direct dans son compte.
qui peut comme tout de suite, je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est qu'ils sont moins taxés ou même peut-être pas taxés, mais je pense que c'est juste moins taxé. Fait que c'est de l'argent qui rentre puis qu'après il peut mettre dans son futur. Puis ça change rien à la masse salariale, évidemment. Là, les bonus puis tout, ça rentre dans la masse salariale. Mais ça fait que justement, ça peut attirer d'autres joueurs. Exact. C'est comme genre, il faut que j'aille jouer au Canada, les taxes. On va aller à Dallas, mettons, tu sais. Presque pas de taxes. Ben oui, c'est un point pour les joueurs, ça. C'est sûr qu'ils doivent y penser. Parce que ici, c'est 50% d'impôts, là, tu sais. Quasiment. Fait que, tu sais, c'est... Peut-être même pour des joueurs avec cette crampe de salaire-là. Ben c'est ça. Je veux dire, c'est sûr qu'il y en a des joueurs... C'est sûr qu'il y en a certains qui se disent « Non, moi, je vais pas là parce que sinon, on prend tout ce qu'il y a dans mes poches, tu sais. C'est sûr, ça peut... Ben, je pense que c'est peut-être pas des joueurs qu'on veut non plus. Je dis ça de même. Non, ouais. Peut-être c'est des joueurs, comme tu dis, qui sont plus comme gratte-scène. Oui, exactement. Tu sais, je veux dire, il faut pas se plaindre, là. Le gars, il a une coupe de millions, là. Ça te fait si mal que ça de perdre 150 000, là, regarde la culture, puis l'engouement, la passion qu'on a pour le hockey ici, ça en vaut la peine. Je pense que à quel point tu veux un gagner petit 200 000 d'enlever. Je pense pas que tu vas tomber dans la rue du jour au lendemain. C'est ça, ces gars-là sont nés pour gagner la coupe. Je pense qu'ils sont capables de sacrifier 1 million ou 2 dans toute leur carrière. C'est ce que je me dis aussi. En tout cas, c'est ce que je ferais personnellement. Oui, absolument. Puis aussi, ce que j'avais trouvé intéressant avec le contrat d'Hudson, c'est qu'on respecte encore, d'une certaine manière, la hiérarchie salariale du côté de Nick Suzuki. Oui, quand on regarde le salaire dans tel, il est plus gros, mais c'est au moment de la signature quel était le pourcentage qui correspondait à la masse. Si je ne me trompe pas, Suzuki, c'est 9,5 Hudson va chercher plus un 8,80 Donc, on respecte encore la hiérarchie salariale. Puis en plus... Quand on regarde le pourcentage, on a 7 joueurs qui sont signés à long terme qui correspondent à 38 de la masse salariale. C'est bon, là. T'sais, juste pour un terme comparatif, le Big Four offensif de Toronto, c'était 40 quelques %. Non, mais ça, c'était complètement fou. Une statistique intéressante, 2026, donc la saison prochaine, saison morte, là, on va avoir 9 joueurs à l'attaque signés, 6 défenseurs, 2 gardiens, puis il va nous rester 25 millions. Fait que ça, c'est vrai, j'ai vu ça ce matin. Il va falloir signer Bolduc, puis il va falloir signer Demidov. Jacky, je pense aussi. Ouais, il va coûter 1 million ou 2 là, max. Là, je pense mais c'est vrai. Il va pas briser la banque, là, mais Demidov, 9 millions, 10. On va sortir le pognon un peu plus. On sait pas. Ça dépend de ses saisons. Là. Je veux dire, s'il fait des saisons de 40 points, je pense pas qu'on va payer 10 millions ou 12 millions. Bolduc aussi, 7, 8. Mais encore là, t'enlèves peut-être. Mettons, on est généreux, on enlève, je sais pas, là, peut-être 19 millions, 18 millions. Il nous reste encore un autre 7 millions. Ouais. Peut-être. Kirby Dach s'en va. Lui, il va être RFA, c'est ça l'affaire? Kirby Dach? Ouais, mais je pense qu'il l'échange s'il prouve rien cette saison. Là. Ouais, mais c'est sa saison. Ça risque d'être des peanuts, par contre, c'est la réalité. Là, mais... Ben, il en est rendu là, à moins qu'il explose réellement cette saison-ci. Mais pour l'instant, c'est pas non plus, mettons, pour les 3 matchs, l'échantillon est court, on répète, mais c'est pas... J'ai bien aimé, moi. Ouais, à date, c'est pas mauvais, c'est pas fou, on va se le dire, mais il y a une belle percée. Je pense que c'était le match contre Blackhawks. Belle rentrée de zone, belle feinte, mais conclut pas. C'est ça. Tout le temps été sur son problème. C'est ça. Mais tu sais, il y a plus 2, une passe. Ouais, une passe. C'est rien de fou. Là, c'est comme un 3 matchs, bien correct. Au moins, tant qu'il tend, au moins qu'il nuit pas. Non, c'est ça. Défensivement, c'est mieux que rien pour l'instant. Qu'il nuit pas puis qu'il joue du hockey. C'est ça. Physique, puis qu'il se fasse pas blesser. S'il se fait blesser, c'est sûr que sa carrière est finie. Malheureusement, c'est terminé pour lui, je pense que... ça va être de la AHL pour toute sa carrière, s'il veut faire ça, en tout cas. Mais non, mais c'est vrai, m'emmener les blessures à répétition, moi, c'est même pour son futur. Les équipes vont pas payer des joueurs dans le bar. Là. Ceux qui payent les joueurs, s'il y a quelqu'un qui les paye, ça ne tentera peut-être pas de brûler 8 millions à chaque année. Là, c'est sûr, ça fait partie du sport aussi. Ben oui, c'est ça. Mais je pense que ça fait partie du sport, comme tu dis. Fait qu'il faut prendre en considération les montants de certains joueurs puis la réalité de ce qu'ils apportent à une équipe. Parce que c'est une business, au final. Ouais, 100%. Donc, est-ce que vous avez d'autres sujets à apporter pour ce petit podcast, les boys? Je pense que ça a fait bien le tour de l'actualité du moment. Moi, pas en particulier. Écoute, on souhaite bonne et longue saison aux joueurs, bonne saison pour le Canadien. Match ce soir contre Kraken. Match d'ouverture. Match d'ouverture ce soir. Exact. Donc, on espère que ça va être un beau match. Bon, ben parfait. Ben, je vous souhaite une bonne soirée. Une bonne saison à tout le monde. Ben, toi aussi, Seb, et à tout le monde, à tous nos auditeurs. On espère que vous allez apprécier la saison autant que nous. On est super excités pour cette saison. Yes. All right. On va se revoir
au prochain épisode ou peut-être dans les lives, si jamais vous voulez regarder les matchs. Nouveau format aussi qu'on applique. On a commencé à faire du live, si jamais ça vous intéresse. Ça peut être le fun. Mm-hmm. Ce sera pas à chaque match. Non. Ça va être quand on va pouvoir, évidemment. Ouais. Mais on va avoir du fun avec ça, c'est sûr. On va avoir notre petite gang, peut-être de temps en temps aussi Carl qui est là. Fait que, qu'on salue. Merci pour nos réseaux sociaux. Si vous voulez aller nous suivre sur le banc podcast, je crois que ça s'appelle. On va mettre les liens dans la description de la vidéo. Il y a moyen de faire ça. Mais allez nous suivre. Les actualités du sport, les transactions, les signatures, les nouvelles en tant que telles du Canadien en globalité, ou sinon c'est vraiment les statistiques du match, le pointage. L'alignement, on le sort aussi. Ouais. Exactement. Un excellent travail. On a pu sortir 2 nouvelles avant RDS. On peut être fiers de ça quand même. C'est sûr que Hudson, c'était difficile. Parce que, hey, mon Dieu, Hudson, je te dis, c'est arrivé, puis j'avais déjà dans mon actualité 26 émissions de radio, pis ça qui postait tout de suite. Là. C'est comme, bon, on l'a pas eu en premier, on l'a manqué celle-là. En même temps, c'était tellement caché. Même Hudson ne l'avait pas informé ses coéquipiers. Ouais, non, c'est ça. oui. Malade, ça. Fait que, mais c'est ça. Fait que, on s'en voit une prochaine. Yes. Bye. Salut tout le monde, là.